Bon, bah, nous revoilà. Comme je vous l'avais dit, je suis présente pour faire les deux vidéos. Donc, j'ai le même pull, le même vernis, et les mêmes cheveux qui gondolent et les mêmes lumières. Alors, j'ai éteint les petites lumières là parce que, comment vous expliquer? Elles étaient un peu en surchauffe. Donc, c'était pas très très intelligent. Alors, je sais qu'on m'a posé la question sur une des vidéos. Non, sur une photo sur Instagram. J'ai oublié de répondre tout à l'heure quand j'ai fait la vidéo, mais je réponds maintenant. J'ai acheté ça chez Bricorama. Mais vraiment pour 3 à 4 euros, des trucs et tout. Mais c'est sur pile, hein, donc c'est hyper top parce que vous pouvez les mettre n'importe où. J'adore. Bon, bref. Alors, on est là aujourd'hui pour la vidéo que j'aime faire, qui est mon top 10 des livres que j'ai le plus aimé en 2020. Des livres que je vous recommande plus. Des livres qui m'ont révolutionné, qui m'ont fait voyager, qui m'ont fait rêver, qui m'ont fait pleurer, qui m'ont fait sourire. Non. Enfin, non, il n'y en a pas vraiment qui m'ont fait... Putain, cette année, ça n'a pas été joyeux. Bon, bref, enfin joyeux dans le sens, vous voyez, style, non, pas... Bon, bref. J'aurais pu en mettre au moins 20, j'aurais pu faire un top 20, hein, mais je fais toujours le top 10 parce que j'essaie de réduire au maximum. Donc, dans ma liste, il y en avait à peu près 20, 22, et j'ai barré. Je me suis arraché le cœur à chaque fois, mais j'ai barré certaines choses parce que je me dis oui, bon, ça a été un coup de cœur, t'as aimé. Enfin, c'est pas non plus the livre de l'année. Ceux-là, ouais. Voilà, ceux-là, vous voyez, c'est comme ceux de l'année dernière. Je vous mettrai la vidéo ou en barre d'infos de l'année dernière. C'est des livres que je mettrai forcément, enfin, qui sont dans ma bibliothèque, et c'est des livres qui me suivront toute ma vie. C'est pas des livres que j'égrainerai quelque part un jour en disant oh, je m'en fous, je te le donne. Même pas en rêve. Voilà. Donc ceux-là, c'est même pas en rêve. Voilà. Donc je vous les achète si vous voulez. Je vous les cherche si vous voulez, mais non, jamais je vous les donnerai. C'est mes miens à moi. Voilà. Donc, on commence tout de suite. Et cette année, alors l'année dernière, j'avais fait par rapport à ce que j'avais lu dans l'année, par ordre de lecture. Cette année, j'ai décidé de faire du 10 au 1. Bon, alors, je sais qu'il y en a qui vont faire la tirette là pour aller jusqu'au dernier pour voir qui j'ai mis en 1. Bah, tant pis, bah ouais. Et je les mettrai, je mettrai dans la barre d'infos, mais je les mettrai comme ça. Je ne mettrai pas la positionnement. Donc, vous verrez bien, voilà, je les mettrai peut-être en n'importe comment pour que vous ayez. Oh non, je vous les classerai. Allez, tant pis. Bah, vous verrez qui c'est mon numéro 1 en lisant, mais c'est bête parce que vous ne saurez pas pourquoi. Enfin, si vous allez écouter. Alors, donc il y en a 10. Donc, on commence par le numéro 10 tout de suite. Vous voyez, quand vous les prenez, que vous faites... Il y a quelque chose, quoi. Numéro 10, c'est ce petit bébé-là. Station Métropolis, direction Coruscant, de Alain Musset chez Le Bélial. C'est un essai, on va dire, sur... comment vous expliquer ça Il imagine les villes du futur, ou comment pourraient être les villes du futur, la population, l'aménagement du territoire, etc. Par rapport, en se basant sur tout ce qui est science-fiction, films, livres, etc. Donc ça va de Blade Runner à Fritz Lang, évidemment, pour Metropolis. Coruscant, c'est Star Wars, etc. Donc il y a énormément de références. C'est hyper intelligent, c'est bien foutu. Il y a des rapports avec des films ou des séries ou des livres que vous avez lus, enfin en tous les cas que moi j'avais lu, où je me suis dit ouais c'est ça, ouais. Voilà. Et en plus à chaque fois fin de chapitre il y a toute une explication, ouais, il y a des petits dessins, il y a toute une explication et il y a des références aussi, c'est-à-dire qu'il vous donne la possibilité d'aller fouiller des mémoires en réplique, des mémoires, des thèses, etc., qui sont accessibles sur les BU, donc les bibliothèques universitaires en version PDF. Donc, vous pouvez aller faire votre travail vous-même, etc. Mais alors, moi, j'ai passé un moment là-dedans. Mais alors là, je me suis immergée dans Station Métropolis direction Coruscant. C'était au début de l'année de cette année. Et j'ai été, mais... Ah ben,
Voilà, donc j'ai beaucoup aimé, j'ai appris des trucs, j'ai eu envie de lire d'autres choses. Je me suis dit qu'il y avait des films qu'il fallait absolument que je voie. Bien sûr, tous les styles des films qu'il a cités, j'avais pas tout vu, mais bon, il y en avait quand même pas mal, hein, mais parce que je suis une grande maboule. Mais bon, voilà, il y avait des choses. Euh, il parlait à un moment donné, il parle de Asimov et il parle du cycle de la fondation d'Asimov, etc., qui est quand même en matière de science-fiction, anticipation, machin, qui sont quand même des gros pavasses, là, enfin des trucs qu'il faut absolument avoir lu si vous voulez, voilà. Il n'y a pas que 1984 ou Aldous Huxley ou Wells dans la vie, il y a ça aussi, et donc il y a des choses comme ça ils vous donnent des références, ils vous donnent des fondations, des appuis, c'est hyper intelligent, c'est hyper bien écrit. Oh, qu'est-ce que j'aime ça. Il y en a eu un deuxième dans ce style-là, la science avec Star Wars, mais qui n'était pas au niveau de celui-là. Celui-là, c'est the top niveau. Hein. Donc, numéro 10, station métropolitaine des sciences florissantes. Voilà, et, bah, vous savez où je suis, vers là-haut. Alain Musset, Le Bélial. 9. Alors, 9, il aurait pu se retrouver plus haut, hein, mais non. Évidemment, parce que les autres, ils étaient immuables. Donc, c'est Monsieur Antonio G. Iturbe, la bibliothécaire d'Auschwitz, donc chez Flammarion. Alors, moi, cette histoire-là, de cette jeune fille qui va arriver à Auschwitz avec ses parents et qui va être très rapidement séparée de son papa et qui va rester avec sa maman et qui va se retrouver dans cette espèce de vitrine, de bloc vitrine avec une classe, des professeurs, mais dont les livres sont interdits à Auschwitz. Oui, les livres, on est au courant, en dictature ou dans n'importe quel pays. Attention, ça peut être dangereux un livre, hein, ça fait réfléchir. C'est con. Bah oui, non, mais toute dictature déteste les livres, hein, c'est normal, ça fait réfléchir les gens. Donc il ne faut pas faire réfléchir les gens si on veut avoir une dictature ou un pays bien... Ah bah oui, c'est comme ça. Donc bah, le régime nazi ne faisait pas exception, hein, bien sûr. Et elle va se retrouver donc là et elle va être en charge, cette jeune fille, on va dire, des livres, des 7 livres trésors qu'elle va planquer au péril de sa vie, etc., avec un genre de directeur de l'école qui a ses propres problèmes, etc. Enfin, bref, et il y a toutes les thématiques d'un camp, évidemment, comme à Auschwitz, ou des camps dans sa globalité concentrationnaire nazie. Ça va de la trahison à l'amour, à l'amitié, au rapport entre les personnes, les rapports humains, ce qu'il y a de beau et de particulièrement sordide et horrible chez l'être humain, parce que dans ces conditions, le très mauvais ressort vite. Hein. Mais alors, ce qui lui a valu d'être dans le top 10, parce que franchement, des livres sur ce thème, il est très bien foutu, très joli, l'histoire est calquée sur la vie de quelqu'un, etc. Donc ça pouvait être... mais on en a lu d'autres, hein, des livres. Simplement, ce qui m'a valu le coup de cœur, en fait, c'est ce que l'auteur a fait au dernier. C'est-à-dire que... il a rencontré cette dame, cette vieille dame, on va dire, parce que voilà ce qu'il met. Voilà. Vous voyez, c'est très très peu ce qui a fait en sorte que j'ai mis ce livre dans les tomes 10 parce que les quelques dernières pages qui sont intitulées Les 7 années miraculeuses, ça a été un coup de couteau dans le cœur, mais vous savez quoi? Pleurer sur quelques pages comme ça, alors que vous venez d'avoir un livre qui est quand même poignant, avec une histoire vraie qui a à vous arracher les tripes quand on sait les horreurs et les souffrances que certains ont pu endurer. J'ai traversé le livre sans vraiment... J'ai été émue, touchée, mais j'étais pas non plus aux larmes. Hein. Mais là, les quelques derniers trucs, quand il rencontre par hasard, enfin qu'il arrive à être en contact avec cette vieille dame qui est... Voilà. Donc, rien que pour ça, la bibliothécaire d'Auschwitz, donc de Antonio J. Iturbe, chef Flammarion, c'est rentré dans le top 10 et donc c'est le 9.
8, j'ai eu beaucoup de mal à le mettre 8, hein, je vous dis. J'ai failli le remonter, mais vu les autres, j'ai eu du mal. Alors, ça a été un tiraillement hein, de le mettre à la huitième place, mais je trouve que 8 sur tout ce que j'ai lu dans l'année, c'est quand même pas mal. Il est arrivé dans les derniers. Hein. L'autre Rimbaud, donc de David Le Bailly, chez l'Iconoclaste, c'est à la fois l'histoire, enfin une biographie de ce que du peu que tout le monde, et y compris David Le Bailly, sait sur Frédéric Rimbaud, donc le frère de l'autre. Hein, voilà. Et c'est aussi une enquête. Voilà, c'est à la fois une enquête et à la fois une biographie romancée. Mais il y a une telle force de romanesque, d'épique et de comment dire, je sais pas, de sacrifice chez ce Frédéric Rimbaud que rien que pour ça, il vaut d'être dans mon top 10. Et premièrement parce que l'auteur a une très belle écriture, c'est très agréable à lire, et que son histoire est tellement touchante à Frédéric Rimbaud que finalement, il méritait bien qu'on le remette en lumière. Et il mériterait qu'on le remette plus souvent en lumière et qu'on le remette sur la photo. Voilà. Parce qu'en fait, il y est sur la photo, mais il est à l'intérieur. Vous voyez, il y a Arthur et Frédéric. Et vous pouvez pas me dire que les deux frères n'étaient pas aussi beaux l'un que l'autre. Voilà. Donc, il y a toujours, il y a Arthur tout le temps partout, mais Frédéric a une vie bien déchue, bien pourrie, alors qu'il était juste le frère aîné et voire presque le jumeau du génie d'à côté. Quoi. Voilà, donc c'est vraiment un livre touchant. J'ai beaucoup aimé donc l'autre Rimbaud, donc de David Le Bailly chez l'Iconoclaste. 7, 7, Tout ira bien de Damien Barr. Donc, que j'ai reçu, je vous le dis, je le précise quand même, moi j'ai les épreuves non corrigées hein, de Cherche Midi. Donc, c'est ce roman à deux voix, à deux époques, en Afrique du Sud, un qui est en 1901 et l'autre qui doit être en 2010 ou 11, 10. En fait, il y a Sarah d'un côté qui est une jeune africaine qui vit dans une ferme avec son mari qui est parti faire la résistance face aux colons, enfin à l'armée britannique. Et de l'autre côté, en 2010, on est avec Willem, qui est un garçon, un ado, mal dans sa peau, non, mais en fait, si un petit peu, mais qui est, comment dire, qui est un solitaire et qui aime bien son univers tranquillou entre son chien et Harry Potter. Et en fait, elle écrit un journal où elle va expliquer qu'elle va aller dans un des camps de concentration, un des premiers camps de concentration en Afrique du Sud, donc en 1901, alors qu'il n'est pas un camp d'extermination, je rappelle, hein, qui était là pour, en fait, on les avait mis là pour que leurs hommes qui faisaient rebelles et qui étaient en tête de la rébellion et de la résistance face aux Britanniques puissent se rendre pour récupérer leur famille. Et de l'autre côté, ce petit jeune Willem va être envoyé dans un camp style redressement pour en faire un homme, vous voyez le truc, voilà. Et l'histoire va s'entremêler dans les deux époques. Bien sûr, il y a un lien entre ce camp et Sarah, sachant que Damien Barr a tiré ce roman d'une histoire vraie d'un jeune homme qui a été affamé à mort dans ce genre de camp d'ado en Afrique du Sud. Il en a tiré un très 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 bel article. C'est au Guardian, hein, chez le Guardian qu'il a fait un article magnifique. J'ai eu la chance que l'auteur accepte de répondre à quelques questions en off dans messagerie privée sur Insta et je le remercie s'il passe par là. Moi, c'est un roman qui m'a beaucoup touchée parce que voilà, c'est assez rare qu'on mêle deux histoires actuelles et contemporaines qui ne sont pas forcément des histoires quand on parle d'Afrique du Sud sur l'apartheid en réel, parce que c'est pas vraiment ça. C'est vraiment du racisme pur et dur parce que là, c'est pratiquement que des blancs. Hein, donc, il y a des noirs, bien sûr, il y a les domestiques de Sarah, mais en grosse partie, c'est l'imagerie blanche qui est là, mais c'est cette espèce de racisme primaire, de trucs de machisme abominable, de fanatique et de fascisme aussi un peu. Voilà, donc c'est un livre qui a vraiment un poids, je trouve, et
et ça fait du bien d'avoir des livres comme ça. Donc, c'est Damien Barr, Tout ira bien, chez Cherche Midi. Honnêtement, bon, bah, ça fait un très beau top 7. Et alors, le top 6, là, tout petit, hein. Mais quelle merveille! Ce Antoine Chauplin, là, l'année dernière, il m'avait arraché le cœur avec Partiellement nuageux, et il recommence avec L'Impasse. Moi, c'est chez Pocket. Alors là, on est dans un pays qui n'est pas bien expliqué. En fait, en tous les cas, géographiquement, on comprend que c'est un État de l'ex-URSS. Alors, ça pourrait être la Tchétchénie, ça pourrait être tous ces pays qui ont été en rébellion contre le pouvoir central. Il y a deux personnages, un qui est un jeune homme natif de ce pays-là, qui est en pleine guerre civile, et l'autre qui est un des soldats russes. Ils vont se croiser sur un complexe sportif de l'université qui a été déserté. Ils vont s'apprendre des choses alors qu'ils sont censés être ennemis. Et un jour, l'escouade de l'un arrive dans l'impasse où habite l'autre avec toute sa famille. Et ils font des exactions absolument abominables. Et ils vont se retrouver à un moment donné face à face. Voilà. Donc, mais en très très peu de pages, ils vous brisent le cœur 55 fois, à peu près, en gros. Parce que je ne sais pas comment expliquer, en fait. C'est hyper difficile parce que les deux héros qui ont 20 ans, Timo et Oleg, ils vous restent dans la tête. Enfin, moi, ils me sont restés dans la tête et la fin m'a arraché les tripes, les boyaux, le cœur, quoi. Donc, c'est une écriture très, très simple. Attention, il n'y a pas forcément des tirés pour les dialogues. Alors, quelquefois, c'est à la suite, ça s'enchaîne comme ça. Mais c'est une écriture dans l'urgence d'une guerre civile, l'urgence d'une attaque dans une impasse, la peur qui monte, le fait qu'on fouille maison par maison, appartement par appartement, pièce par pièce, qu'on liquide les gens, qu'on viole les gens, etc. Enfin, c'est un truc... voilà, mais c'est un petit bijou, hein. Antoine Chauplin, L'Impasse, franchement, top 6, largement mérité. Autre livre, David Joy, Ce lien entre nous chez Sonatine, que j'avais eu en SP au mois de février dernier, puisqu'il devait sortir au mois de mars 2020 et qu'il est sorti là, au mois d'octobre ou septembre-octobre. C'est un sud poisseux. C'est tout ce que j'aime, en fait. C'est vraiment de l'écriture d'un auteur américain de l'Amérique, enfin des États du Sud, avec ce côté poisseux, avec ce côté, alors je sais qu'on dit redneck parce que c'est des pecnos, mais c'est pas des pecnos, mais enfin c'est ce côté-là, un peu l'imagerie qu'on a nous de la population, certaines parties de la population du Sud, des États du Sud des États-Unis qui sont un peu, on pense un peu bas du plafond. Là, c'est un mec qui va tirer sur le frère du mauvais garçon du coin parce qu'il le prend pour un sanglier, parce qu'il braconne. Alors au début, on se dit oh là là et tout, mais en fait, le frère est un fou furieux. Et donc, il va remonter petit à petit le fil pour savoir qui a flingué son frère qui était un peu un simplet, il n'était pas méchant, mais frère qu'il adorait. Et donc, il va faire une vengeance implacable sur tout le monde. Il ne va pas se gêner. Et il y a des scènes assez un peu insoutenables par rapport au fait qu'il il garde le cadavre de son frère. Donc, vous sentez les odeurs, les fluides, enfin bref. Mais c'est un roman incroyable entre violence et il y a quand même un côté rédemption dans l'histoire. Enfin, je sais pas, il y a un lien fraternel entre les deux meilleurs amis et les deux frères, pareil, qui est tout le temps mis en avant, malgré tout ce qui peut être fait, dit, l'autre qui couvre son meilleur ami, le frère qui fait des trucs pas possibles, etc. Il y a vraiment une fraternité là-dedans. Et alors, malgré
toute l'horreur qu'on peut imaginer. C'est hyper bien écrit. Ça peut rentrer dans le nature writing, très à la mode actuellement. Mais franchement, il y a des très belles descriptions de paysages. Puis c'est au pied des Appalaches. Si vous ne connaissez pas du tout la région, allez-y une fois dans votre vie, c'est une pure merveille. Et puis franchement, moi j'ai beaucoup aimé David Joy, donc numéro 5, David Joy. Voilà. Et on rentre dans le top 4. Hein. Alors, top 4. 4 je fais bien le teasing. Hein. 4. La rafle des notables, donc de Anne Sinclair chez Grasset. Alors, c'est pas vraiment un roman, c'est une enquête roman un peu biographie. En fait, elle cherche la trace de son grand-père paternel, Léonce, Léon Schwartz, qui en fait a disparu lors de cette rafle, qui n'est pas très bien connue en fait, parce qu'en France on parle beaucoup de rafles, mais on parle pas trop, enfin on parle beaucoup de la rafle du Veldiv, mais on parle pas trop de celle de Compiègne Royalieu, qui a pris la vie de 740 et des poussières, ou 741, 43. 743 juifs français notables qui ont été arrêtés, mis dans ce camp de Compiègne Royalieu, et qui, pour la plupart, sont partis dans les camps d'extermination ou de concentration. Et Anne Sinclair va, comme elle avait fait pour ses grands-parents maternels, elle va essayer de retracer le parcours de ce grand-père, pour lequel elle nous partage des très belles photos. Je les mets, hein, je suis désolée Madame Sinclair, mais bon, comme ils sont publiés, je pense qu'on peut les montrer. Elle met ses deux grands-parents paternels, ils sont vraiment très très beaux. Et elle fait je trouve une enquête émouvante d'une petite fille envers son grand-père. Moi, ça m'a beaucoup émue parce que j'ai trouvé, c'est pas très long, mais j'ai trouvé qu'il y avait une recherche de devoir de mémoire là-dedans. Et j'ai vraiment été très émue par le fait qu'il y ait peu de traces déjà, premièrement, de cette rafle-là dans l'histoire et dans les traces françaises, mais surtout qu'il y a aussi peu de traces, qu'elle ait pu trouver si peu de traces. Et il y a des zones d'ombre encore sur la vie de son grand-père, mais les yeux de la petite fille qui était Anne envers ce grand-père-là, ça remplace tous les mots qu'elle aurait pu écrire sur 400 pages, quoi. Voilà, donc vraiment, c'est un très joli bouquin, très beau, très belle quête, très belle déclaration d'amour d'une petite fille à son grand-père. Moi, j'ai été très, très touchée par la rafle des notables. Donc, numéro 4. Et donc, top 3. Attention, il y a du lourd. Si je pleure pas à la fin, vous aurez de la chance, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, le top 3, le livre top 3, le 3 de l'année, il y en a 2. Je triche. En fait, c'est l'auteur. Mais je triche. Parce qu'en vérité, le top 3, c'est celui-là. C'est Les Lumières de Tel Aviv de Alexandra Schwarzbrod, donc chez Rivage Bayot. Parce que l'histoire de ces personnages qui sont de deux parts du mur, qui a été érigé du Grand Israël, puisque c'est dans un futur proche, qui essayent de passer ou d'un côté ou de l'autre, récupérer quelqu'un d'un côté, aller chercher la liberté de l'autre, s'extraire de ce côté très, on va dire, très extrémiste du Grand Israël, où la religion est désormais la seule issue possible, où tout est cadenassé, tout est vrillé, tout est... Vous voyez ? Et de l'autre côté du mur, Tel Aviv, qui est la cité de résistance, la cité où tout le monde se mêle, les déçus, les exilés, ceux qu'on a jetés dehors, bref, tout le monde. Il y a des personnages qui sont paumés d'un côté comme de l'autre. Il y en a qui arrivent à Tel Aviv qui sont complètement paumés, qui n'auraient jamais pensé se retrouver là, dont un juif un peu intégriste qui arrive là, qui dit mais qui se fout là, et qui finalement va se dire mais non, finalement il va ouvrir les yeux pour voir que ce qu'on lui disait c'était faux. Il y a une quête incroyable dans ce roman-là. On suit les personnages. Alors moi j'ai pensé que c'était un one-shot.
Euh, et en fait, en lisant, vraiment au début, je me suis dit, ah mais non, en fait, il y a d'autres livres avant. Bah, évidemment, vous me connaissez, je lis toujours n'importe comment les sagas. Je commence un peu, wouh, voilà. Et ben j'ai fait pareil pour celui-là. Donc j'ai commencé là, j'ai tellement adoré que j'ai dit, oh là là, mais attends, elle en a écrit deux autres. Donc j'ai acheté les autres. J'ai acheté Adieu Tel Aviv, Adieu Jérusalem, pardon, et Le Songe d'Ariel, qui est, alors Adieu Jérusalem, c'est donc le numéro 3 bis, hein, voilà. Donc, je vous montre les deux. Et le Songe Ariel. Alors, le Songe Ariel, je ne l'ai pas mis parce que le Songe Ariel est le livre qui va entre les deux, donc entre le premier et le 3, qui est, on va dire, plus ou moins les circonstances de l'avènement du mur qui sépare le Grand Israël du reste du pays. Mais il est particulier parce qu'il n'y a qu'un seul personnage, ou deux, en gros, qui se rejoignent. Et c'est vraiment un vieil homme qui se réveille un jour d'un coma et qui se rend compte de ce qu'il a fait. Voilà, et des dérives que ça a engendré alors qu'il n'avait pas prévu ça au départ. Donc voilà. Donc j'ai beaucoup aimé la vision qu'avait Alexandra Schwarzbrod de ce futur grand Israël, des conséquences et des actes. Mais je n'avais pas retrouvé la flamme et l'épique des personnages qui sont là. C'est-à-dire que Adieu Jérusalem, c'est, on va dire, le passé des personnages qui sont ici. Et donc, on comprend très vite qui est quoi, qui a fait quoi, comment se sont rencontrés certains, comment se sont aimés et séparés certains. Pourquoi certains, là, veulent retrouver la fille ou le mec d'en face, parce que là, il y avait une histoire. Même souffle épique, même plongée dans ces traditions, dans cette histoire de ce peuple qui erre depuis des millénaires, enfin des centaines d'années, et qui se retrouve avec un pays et qui, même là, ils ont encore des difficultés à s'adapter à tout le monde. Voilà, donc c'est vraiment une très belle vision, même si ça fait froid dans le dos, hein, la vision qu'elle donne du futur Israël. Mais honnêtement, moi, j'ai adoré. Voilà. C'est un souffle épique ces ultra-religieux là, qui ont pris le pouvoir à Jérusalem entre celui-là et celui-là. C'est... voilà, j'ai adoré. Je me suis dit, ah, mais c'est quand le 4? Non, mais il faut vous dire, quoi. Voilà, donc top 3 et 3 bis, donc de Alexandra Schwarzbrod. Voilà, c'est surtout pour l'auteur, on va dire. Donc, Adieu Jérusalem, tome 1, Les Lumières de Tel Aviv, tome 3, qui ont été mes coups de cœur de l'année. Le Songe d'Ariel étant un peu moins, mais vous pouvez lire les trois, hein, ça vous donnera une bonne idée de l'histoire dans son ensemble. Top 2, numéro 2. Mon petit cœur soupire encore. Ah, je vous le dis que il y a du soupir là. Et oui, Un bûcher sous la neige, Suzanne Fletcher, chez J'ai lu. Alors, comment vous expliquer ça? Je ne sais même pas comment expliquer ça en fait. L'histoire, l'écriture, le côté romanesque, l'épique, les descriptions, cette quête d'absolu, cette chasse aux sorcières aussi, l'intégrisme, mais le côté aussi, on va dire, cette possibilité de, même si vous êtes obtus, que quelqu'un vous ouvre les yeux et que vous deveniez beaucoup plus tolérant. Donc c'est aussi un acte de tolérance, enfin une écriture de tolérance qu'il y a aussi. C'est aussi en filigrane une très jolie histoire d'amour inachevée, euh, inassouvie, mais une très très belle histoire d'amour. Et alors des descriptions, n'en parlons pas, des moments poétiques. Voilà, des moments où vous vous dites voilà, des moments où on fait ah non, mais voilà, c'est tout ce qu'un roman, je vous le montre en gros plan, c'est tout ce qu'un roman ce que vous demandez à un roman. Alors ça se passe en Écosse au XVIIe siècle,
c'est ça? Oui, 17. Le personnage de Korag, qui est cette jeune femme qui va être mise qui est dans sa geôle en attendant qu'on la mette au bûcher, puisqu'elle est censée être une sorcière. Hein. Et Charles, qui est un ecclésiastique qui arrive d'Irlande, qui veut en fait faire tomber le roi usurpateur. Et qui cherche des preuves et qui va, au début, de toute façon, c'est une sorcière, on va la cramer, on s'en fout, hein, et qui, petit à petit, découvre une autre vision de l'histoire, une autre vision de la vie, une autre vision de cette jeune femme, une autre vision, une autre façon de penser, une autre vue. Voilà, et vraiment, j'ai été happée par ce roman. J'ai pas vu passer le moment, je sais pas combien ça met, mais c'est pas très très long, il n'y a pas 500 pages, hein. Voilà, 480. C'est pas très très long, mais c'est tellement. Bon, alors, par contre, ils ont pris, vous voyez, c'est écrit, la pagination est hyper étroite, hein, donc c'est bien dense, mais c'est tellement beau. C'est voilà, c'est tellement joli. J'aurais pu mettre Hiver rouge de Dan Smith pour les descriptions et l'ambiance et le côté romanesque et épique après dans la même style, mais non, non. Un bûcher sous la neige, moi je trouve qu'il y a une poésie en plus dans le texte, dans l'écriture de l'auteur là, mais c'est voilà. Top 2, numéro 2 et numéro 1, sortez les mouchoirs. Ouais, parce que là, il y a du lourd. Si je pleure pas à la fin de la vidéo, vous aurez de la chance. Premièrement, je tiens absolument à remercier l'auteur parce que, premièrement, son écriture est magnifique, l'histoire est d'une alors c'est historique aussi, mais d'une simplicité, mais d'une force sublime. Et il y a ce côté âme slave. Ouais, si vous ne connaissez pas ça, c'est pas possible. Je ne peux pas vous raconter. C'est quelque chose qu'on ne peut que ressentir, ça. Mais bon, moi, je ressens parce que c'est un peu dans mes gènes. Mais voilà, c'est ce côté absolu de tout. Voilà. Et c'est un auteur adorable. Voilà. Les peu de choses que j'ai échangées avec elle est adorable. Voilà. Et c'est absolument le genre d'auteur que vous avez envie de prendre dans vos bras. Si un jour il y a un salon du livre et que je la croise, j'arrive avec mes exemplaires, je lui fais signer et je lui dis, je suis désolée, je vais vous faire un câlin. Parce que quand oui, le top 1, c'est À crier dans les ruines d'Alexandra Kozelik chez Au-Forge du Vulcain. Merci, David, d'éditer ce genre de merveille parce que je l'ai lu au début de l'année, donc 2020. Et je l'ai lu et j'ai su tout de suite qu'il allait être dans le top. Je ne me suis même pas posé la question. Il a été numéro 1 dès le départ et il est resté. Je peux vous montrer la feuille. Voilà. Il est resté numéro 1. C'est-à-dire que je l'ai mis numéro 1 à crier dans les ruines et je me suis dit à un moment donné, il va être détrôné ou... Non. Parce que du moment où je vous le remontre en gros plan, je l'aime trop. Du moment où vous rentrez dans l'histoire de Lena et Ivan à Tchernobyl en 1986, alors oui, je suis assez vieille pour avoir connu cette annonce qui a été faite de ce réacteur nucléaire qui avait explosé à Tchernobyl, de ce fameux truc qui s'est arrêté à la frontière, mais ça, on n'en parle pas, mais de cette angoisse qui avait été quand même palpable par rapport en Europe, de se dire mais ça explose, donc c'est nucléaire, donc on va partir en fumée tous, hein, je vous le dis tout de suite, on va tous crever. Hein. Il y avait quand même cette angoisse-là, parce qu'on ne savait pas. Puis en plus, 86, je vous rappelle que le mur n'était pas tombé, donc c'était encore l'URSS, donc c'était encore un peu la chape de plomb, et donc on n'était pas exactement sûr de tout ce qui se passait. Donc on se disait, il nous cache des choses, il y a sûrement un truc qui va encore exploser, on va se retrouver tous noyés sous les radiations, enfin, ça va être super top. Et elle parle de ce postulat-là, et au moment où vous découvrez Lena et Ivan, vous ne les quittez plus. Et
toutes ces années qui vont passer où elle alterne la vie de Léna à l'ouest, puisque les parents de Léna, enfin le père de Léna est un ingénieur dans la centrale, et donc il a la possibilité, lui, parce qu'il voit le bordel qui arrive, de partir à l'ouest le plus loin possible de cette horreur absolue. Mais Ivan, qui est le fils d'un forestier, enfin d'un bûcheron, qui peut pas, voilà, papa, il n'a pas les moyens, puis en plus, il n'y croit pas à ce genre de merde, parce que lui, il est très soviétique, qui reste là en arrière. Et ces deux adolescents qui sont amoureux, ils vont être arrachés un à l'autre déjà, on va dire amoureusement, mais Léna va être arrachée à sa terre, et elle va être doublement meurtrie et doublement en deuil, on va dire, du mal du pays et du mal de ce garçon. Et lui ne comprend pas au début pourquoi elle ne revient pas. Et toutes les années qui passent, où elle décrit la ville de Léna à l'ouest, où elle décrit comment elle vit, comment elle sent ce trou dans son cœur tout le temps, et ce qui se passe à Tchernobyl, et ce qui se passe après dans les villes autour, et ce côté vie qui est là, mais qui est un peu morte, mais voilà, il y a des choses. Mais les dernières pages, oh nom d'un petit bonhomme. Déjà, à mi-parcours, j'étais à la limite de pleurer toutes les pages. Tellement j'avais le cœur qui se serrait. D'ailleurs, vous voyez, j'ai la voix qui se serre. Mais la fin, Alexandra, oh punaise. Je vous assure, c'est ce que je vous ai dit dans le bilan livresque. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez-y. Mais j'étais à sanglots à la fin. Mais à sanglots. C'est rarissime, Madame Koselik, que je sois à sanglots dans un bouquin. Que pour rien vous cacher, il y a encore ma maman qui était encore vivante, et elle m'a vu sortir de la chambre, le rimel ici, le nez. Et elle me dit, mais ça va pas, qu'est-ce qui se passe, t'as un problème? Donc elle m'a regardée, elle a dit, ouh, pas mieux. Je lui dis, non mais maman, c'est magnifique, il faut que tu le lises, etc. Ouais, t'as dû se dire, ça y est, l'autre m'a encore lu un truc pas possible. Et je lui explique, et elle me dit, oh, je le lirai. Mais je vous assure, j'avais le cœur mais qui était serré. Et quand j'ai fermé, je me suis dit, oh mon Dieu, mais c'est pas possible. Et je reviens peut-être 2, 3, 4 semaines plus tard, un soir, j'arrive, et elle me tend le livre, et elle me dit, je l'ai lu. Et je lui dis, alors? Et elle me dit, oh, il est terrible, il est tellement beau. Tu sais, j'ai pleuré, elle me dit. Je me suis dit, bah, tu comprends pourquoi j'étais en larmes derrière là? Voilà, donc c'est le genre de truc qui vous... Alors, peut-être que certains d'entre vous le liront en se disant, pourquoi elle a pleuré pour ça? Parce que chacun a une expérience aussi. Quand vous lisez un livre, vous avez votre propre expérience, votre propre sensibilité, vos propres regrets, remords, beauté, histoire d'amour magnifique, etc. Et que y a des choses qui vous parlent. Et que l'écriture d'Alexandra Koselik, l'histoire, la grande histoire mêlée dans les petites histoires, la relation entre Léna et sa grand-mère, l'arbre là, moi je m'en remets pas de cet arbre là, pour une raison personnelle aussi d'ailleurs, et voilà, tout m'a touchée dans ce roman là, et quand je l'ai refermé, j'ai su qu'il était premier, voilà, et il n'a pas bronché de la première marche. Donc si vraiment vous voulez lire un livre sensible, bien écrit, qui vous soulève le cœur, qui a un fond historique, qui est bien foutu, qui a une jolie histoire, une belle histoire d'amour, mais une histoire derrière, plusieurs histoires, qui vous fait réfléchir, qui vous fait ressentir, et qui vous fait ressentir tout, les odeurs, les bruits, tout. C'est-à-dire, c'est un odorama, j'appelle ça, honnêtement. Enfin, je veux dire, voilà, j'avais l'impression de sentir, d'entendre, je ne sais pas comment l'expliquer. Voilà. Donc, l'écriture est hyper imagée, hyper bruyante. Voilà. Odorante et bruyante, parce que c'est ce qui m'est venu à l'idée quand je l'ai lu. Franchement, voilà. Mon numéro 1 de l'année 2020,
Je pense que vous me diriez, il n'y a qu'un bouquin que tu peux sauver cette année-là. On va rester là-dessus. Hein. Quel est votre top 10? Est-ce qu'il y a des livres dans ceux-là que j'ai présentés qui sont parmi vos top 10? Alors, je vais vous les remontrer, mais je resterai avec celui-là à la fin, à l'écran, pour finir avec celui-là. Parce que rien que celui-là. Voilà. Donc, Un bûcher sous la neige, Suzanne Fletcher. Numéro 3, bis. Les Lumières de Tel Aviv et Adieu Jérusalem de Alexandra Schwarzbrod. Je vais essayer de les tenir, mais je ne suis pas sûre. Hein. Je ne suis pas sûre du tout. La rafle des notables de Anne Sinclair, 4. Celui entre nous, David Joy. Ça va se casser la gueule, je me sens. 6. L'impasse d'Antoine Chauplin. Je vous ai dit que ça allait se casser la tête. Je vais peut-être le mettre comme ça, en fait. C'est mieux. Ouais, c'est mieux. 7. Je pense que c'est ça. Hein. Damien Barre, Tout ira bien. Donc, Cherche Midi. L'autre Rimbaud, David Le Bailly, iconoclaste. La bibliothécaire d'Auschwitz, Iturbé, chez Flammarion. Et le numéro 10, Station métropolitaine, érection cohérente. Ça, c'est la côté fangirl. Hein. Voilà, donc ça, c'est tous les... Ah, et ben voilà, c'est ce que j'ai pensé. Ça s'est cassé la gueule sur le micro. Bon, c'est pas grave. Vous allez entendre tout le bruit. Ça va être joli. Je suis désolée pour la dernière émission. En plus, ça n'arrête pas de bouger. Bon, tous les bouquins sont tombés. Vous entendez? Voilà. Je vous les laisse tomber. Hein. Oh, c'est l'année. Allez, je les jette tous par terre parce qu'en fait, en gros, on va finir sur celui-là. Et le général Hux est arrivé et il est en train de bouffer les bouquins par terre. Bon, désolé pour le bruit, hein, mais c'était mon top 10. Ça vous a plu? Vous en voulez encore? On repart pour 2021. Allez, et encore bonne année.